Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Ce qui compte, vous le savez, dans cette élection présidentielle, dans votre choix de dimanche prochain, c'est l'avenir de la société française. Et je voudrais vous dire aujourd'hui comment je conçois cet avenir de la société française. Pour moi, je l'imagine dans la recherche d'une cohésion sociale plus grande entre les Français et non pas dans la direction d'un affrontement entre des classes ou entre des groupes. Vous avez déjà exprimé jusqu'ici très largement votre désir d'ouverture sociale. Et j'ai indiqué comment nous répondrions à ce désir d'ouverture sociale par une politique reposant sur un certain nombre de mesures et de propositions. Dans le même esprit, j'ai indiqué aussi que nous garantirions la liberté et la justice pour les Françaises et pour les Français. Mais il faut bien voir qu'il n'y a pas d'un côté seulement les individus, c'est-à-dire les Françaises et les Français, de l'autre côté l'État, le président de la République, le gouvernement. Il y a aussi en France toutes sortes de groupes, d'organismes, de communautés. Et si vous pensez à vous-même, madame, mademoiselle ou monsieur, vous avez à la fois une vie de travail, vous appartenez à cette vie de travail, vous avez en même temps une vie personnelle et familiale, vous appartenez à cette vie personnelle et familiale, et puis sans doute aussi, vous faites partie d'autres associations, d'autres organisations, d'autres communautés. Et il faut donc voir la France ainsi constituée par un ensemble de communautés sociales. Cela veut dire d'abord que dans notre attitude, nous devons écarter le laisser-faire, la loi qui consiste à ce que le plus fort puisse écraser le plus faible, et cette protection peut être assurée largement, précisément, par l'action de ces groupes sociaux. Concernant ces groupes sociaux, certains envisagent, vous le savez, l'affrontement, c'est-à-dire le conflit entre ces grands groupes sociaux entre eux. Et pour ma part, je refuse cet affrontement. Je le refuse pour le présent, mais je le refuse pour l'avenir. D'abord parce que nous vivons dans un monde où il y a tellement de problèmes. Je prends les problèmes énergétiques, les difficultés de l'Europe actuelle, où il y a tellement de risques qu'il n'est pas utile, me semble-t-il, d'ajouter nos tensions intérieures, nos affrontements intérieurs à ces problèmes et à ces risques. Donc au lieu de choisir la direction de l'affrontement, je vous propose de prendre la direction de la recherche de la cohésion sociale, c'est-à-dire de rendre la société française une société plus solidaire et dans laquelle il y ait davantage de cohésion. Et pour réaliser cette cohésion sociale de la France, il faut justement l'avoir non seulement au niveau des individus, mais au niveau de ces groupes, de ces grands ensembles, et déterminer l'attitude que l'on doit avoir vis-à-vis d'eux. Pour assurer cette cohésion sociale de la France, il me semble qu'il faut faire les trois choses suivantes. D'abord, il faut prendre en considération les problèmes spécifiques de ces grands groupes de Français. Ensuite, il faut organiser une société plus égale. Et enfin, il faut faire évoluer, dans le sens de la cohésion et de la compréhension, les relations sociales entre les Français. Ce sont ces trois points à propos desquels je vais vous présenter maintenant un certain nombre de réflexions. D'abord, il faut prendre en considération les besoins spécifiques des groupes, des grands groupes de Français. Si l'on veut éviter l'affrontement, si l'on veut éviter les antagonismes de classe, il faut regarder quelle est la situation réelle de chacun de ces groupes et lui apporter les solutions correspondantes. Quelques exemples. Je prends le cas des groupes, des relations de travail. Par exemple, l'agriculture. Les problèmes des rapports entre l'agriculture et le reste de la société française ne se posent pas en termes d'affrontement ou en termes de classe. Ce sont des problèmes particuliers. L'agriculture a une place pour le présent et pour l'avenir dans la société française et il faut traiter les problèmes spécifiques de l'agriculture. C'est ainsi qu'a été instituée, vous le savez, une conférence annuelle qui réunit les représentants du gouvernement d'une part et les représentants de l'ensemble des associations professionnelles de l'agriculture qui traitent directement les problèmes spécifiques de ce grand ensemble. Et c'est ainsi qu'au cours des jours derniers, nous avons maintenu le contact, le dialogue avec les organisations professionnelles de l'agriculture pour rechercher avec elles les solutions indispensables aux difficiles problèmes du présent et notamment aux difficiles problèmes du soutien nécessaire du marché de la viande.
Deuxième exemple, les travailleurs indépendants, commerçants, artisans, professions libérales, qui ont des problèmes qui leur sont propres, des problèmes fiscaux, des problèmes sociaux, des problèmes de concurrence. Bon, ces problèmes ne se posent pas en termes d'affrontement de classe, ce sont des problèmes spécifiques à ce grand groupe de travailleurs. Et l'avenir pour eux de l'entreprise individuelle, de leur entreprise, est une question qui se pose à certains moments avec une certaine anxiété, une certaine préoccupation. Concernant ce monde de l'entreprise individuelle ou de la petite entreprise, je crois que ce qui a été fait pour l'agriculture, c'est-à-dire l'idée d'une conférence annuelle où l'on examine ensemble les problèmes, les solutions qui peuvent être apportées, est une méthode que l'on peut retenir, et je proposerais, si j'étais élu, qu'il y ait une conférence annuelle de l'entreprise individuelle ou de la petite entreprise avec les pouvoirs publics. Mais parmi ces grands groupes de Français, il y a les groupes d'activité professionnelle, et je reviendrai tout à l'heure à propos d'une autre question sur le groupe si important des travailleurs manuels, des ouvriers, des employés et des cadres. Mais il y a aussi les groupes de ceux qui ont servi ou qui servent la nation et qui doivent avoir le sentiment que, précisément, dans une société solidaire, leur place est reconnue. Je pense d'abord à la fonction publique, aux fonctionnaires, à ceux que je connais bien, puisque j'ai travaillé avec eux, vous le savez, pendant toutes ces dernières années. Il est indispensable que ceux qui se consacrent au service de l'État voient leur situation matérielle et morale portée au niveau qui correspond à leur activité et à leur capacité. Ceci est vrai des fonctionnaires civils et ceci est vrai également de ceux qui participent à notre effort de sécurité et de défense, pour lesquels l'effort de revalorisation de la condition militaire devra être poursuivi. Et je voudrais dire à ces agents de l'État, à ces fonctionnaires, que souvent certains d'entre eux, au moment des grands choix politiques, des grandes consultations, ont le sentiment que la structure de la société, le choix de société ne les concerne pas directement. Ce sont des agents de l'État, ils touchent leur rémunération, leur traitement de la part de l'État, et peu importe, se disent-ils, que la société soit une société libérale ou collectiviste. J'en dirais que ce n'est pas du tout la réalité des choses. Parce que ce qu'ils souhaitent, c'est avoir leur place, leur large place, dans une société de progrès. Et si le progrès économique de la société ne se poursuit pas, si la croissance ne se développe pas, si nous n'avons pas une économie qui soit moderne et en expansion, leur place, leur juste place, eh bien ils la trouvent dans une société qui est plus restreinte, plus resserrée, et alors leurs conditions d'existence et même leurs chances se trouvent diminuées par rapport à celles qui leur seraient offertes dans une autre société. Et c'est pourquoi ces agents de l'État, des collectivités locales, si actifs, si consciencieux, que je connais bien, ont un intérêt, eux aussi, déterminant dans ce choix de société que la France devra faire dimanche prochain. À côté de ceux qui servent l'État ou sa sécurité, il y a ceux qui l'ont servi ou qui ont été victimes des accidents de l'histoire. Et dans une société fraternelle, à plus forte cohésion, leurs droits, leur sort doit être exactement apprécié et honoré. Je pense par exemple aux rapatriés d'Algérie, pour lesquels nous avons indiqué ce qui doit être entrepris, à côté d'une amnistie enfin générale et complète, le réexamen de l'effort national d'indemnisation qui leur est consacré, notamment par la remise à jour du barème et des plafonds. Et je pense aussi aux anciens combattants, aux victimes de guerre. J'y pense non seulement en raison de leurs droits matériels, mais en raison de leurs droits moraux, de la contribution qu'ils ont apportée, les uns dans un passé déjà lointain, les autres dans un passé récent, et même quelques-uns tout récents, à la défense, la sécurité, la dignité de notre pays. Et il faut que leurs droits soient honorés, reconnus et respectés pour assurer, en ce qui les concerne, cette cohésion de la société française, c'est-à-dire la reconnaissance de leur juste place dans cette société française. Voici ce que je voulais dire à propos des groupes. Et vous apercevez que lorsqu'on pense en effet à ces grands groupes de Français, on s'aperçoit que les problèmes qui se posent ne se posent pas en termes d'affrontement. Ils se posent en termes de reconnaissance de droits et de solutions pratiques pour faire que ces droits soient effectivement reconnus et honorés. Pour renforcer la cohésion sociale de la France, au lieu de la laisser s'affronter ou se déchirer,
il faut rendre notre société plus égale. Je ne parle pas seulement ici de l'égalité au niveau des individus, je parle précisément de l'égalité au niveau des groupes. Et c'est à 3 formes d'égalité que je voudrais faire allusion maintenant. L'égalité des chances pour les jeunes dans la formation, dans l'éducation, l'égalité des droits sociaux pour l'ensemble des Français, et enfin la place égale de la femme dans la société française. D'abord, l'égalité des chances. On a en effet beaucoup appris au cours des dernières années et l'on sait parfaitement qu'un système d'éducation qui se contente d'apporter une culture sans prendre en considération les difficultés initiales d'acquisition de cette culture est finalement un système d'éducation qui maintient les inégalités au lieu de les atténuer. Il faut donc que tout notre système éducatif, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, soit un système qui soit pensé en termes d'égalité des chances. Ça veut dire d'abord que l'éveil à la culture doit être fait très tôt pour atténuer les handicaps initiaux et qu'il faut donc développer très largement notre enseignement maternel, non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Qu'il faut ensuite que dans tous les cycles d'éducation, il y ait des dispositions particulières qui permettent justement de rattraper ou de compenser le handicap social ou culturel. Il faut ensuite que l'université soit largement ouverte et qu'elle soit ouverte à la fois aux enseignements de culture générale et en même temps aux connaissances technologiques. Et il faut aussi que l'éducation permanente soit très largement articulée sur la contribution de l'université. L'objectif en matière de l'égalité des chances, c'est de faire que tout jeune Français puisse avoir à la fois un niveau égal de large culture générale, dont tout le monde doit disposer dans le monde moderne, et en même temps une préparation appropriée à un emploi qui ne soit pas seulement un emploi limité ou restreint, mais qui lui offre véritablement une possibilité de carrière. Deuxième forme d'égalité dans notre société, c'est l'égalité des droits sociaux. Vous savez très bien que notre organisation sociale est une organisation qui est très fractionnée, puisque nous avons une sécurité sociale qui couvre une large partie des Français, mais que nous avons d'autres régimes qui couvrent différemment d'autres catégories de Français. L'objectif que nous devons retenir pour cette cohésion sociale de la France, c'est l'égalité des droits sociaux de base pour tous les Français. Ça veut dire qu'en ce qui concerne les droits et les charges, par exemple, de l'assurance maladie, ces droits et ces charges devraient être les mêmes pour tous les Français. Et parallèlement, le minimum de ressources des personnes âgées doit être le même pour tous les Français. Le niveau de la retraite de base des différentes catégories doit être progressivement rapproché et aligné, ce qui, vous le savez, n'est pas le cas à l'heure actuelle. Enfin, nous nous proposons d'instituer un minimum de ressources garanties pour tous les Français. Et ce minimum de ressources garanties, qui pose d'ailleurs de très grands problèmes de conception et de financement, puisque jusqu'à présent, aucun pays du monde ne l'a véritablement institué, ce minimum de ressources garanties devrait être le même, quelle que soit l'activité professionnelle qui ait été exercée, quelle que soit la condition de celui ou de celle qui pourrait y prétendre. La troisième forme d'égalité dans cette société française entre les groupes, c'est l'égalité concernant les femmes. Il est très frappant dans cette campagne présidentielle, dans les réunions, dans les rencontres, de voir la présence, l'importance de la participation féminine dans notre vie. Et il faut que cette participation soit une participation égale. J'ai d'ailleurs presque scrupule à en parler, parce que lorsqu'on en parle, lorsque c'est un homme qui en parle, il y met, qu'il le veuille ou non, une espèce de paternalisme, encore que paternalisme ne soit pas le mot. Mais la reconnaissance de l'égalité des droits de la femme est une reconnaissance qui doit être générale, naturelle, et qui doit porter sur les différents aspects de la vie. Activité de travail, mais aussi activité politique et civique. D'abord, activité de travail. En faisant en sorte que l'égalité des conditions de travail soit effectivement respectée, je parle non seulement de l'égalité des salaires, qui doit être respectée, mais aussi du fait que les créations d'emplois féminins doivent être des créations d'emplois qui correspondent à la capacité réelle des femmes. Il n'y a pas de raison que
dans l'avenir, la rémunération féminine soit toujours celle qui correspond à des emplois au voisinage du SMIC. Il faut que la formation professionnelle, et d'ailleurs que la formation permanente, soit telle que les femmes accèdent à des types d'emplois, à des emplois créés correspondant à des rémunérations et à des qualifications plus élevées. Il faut aussi faire en sorte que le choix entre le temps consacré à l'éducation des enfants et que le temps consacré au travail professionnel soit un choix plus libre, ce qui suppose, vous le savez, des horaires plus souples et un meilleur aménagement du travail à temps partiel. Parce qu'il faut que la femme puisse exercer librement son choix entre l'activité professionnelle qui la développe et qui l'affirme, et en même temps le temps qu'elle consacre à la famille, qui doit être protégée. Parce que dans le monde moderne, incertain, la famille, c'est la sécurité. Dans ce monde où tout bouge et où beaucoup de choses nous inquiètent, la famille, c'est la stabilité. Et dans ce monde qui est dur, car il faut bien reconnaître que c'est un monde qui est dur, la famille, c'est la tendresse. Et il faut donc que les femmes puissent choisir elles-mêmes entre le temps qu'elles consacrent à leur travail, le temps qu'elles consacrent à leur famille. Et il faut enfin que les femmes redevenues seules, et qui sont un très grand nombre, puissent, soit lorsqu'elles sont jeunes et actives, retrouver une occasion de travail, ce qui conduit à ce qu'on leur permette une formation et qu'on leur garantisse des ressources nécessaires pour cette période de réadaptation, soit, si elles sont plus âgées, que leur régime de retraite et de pension soit amélioré. Voici les trois traits, au point de vue de la justice entre les groupes: l'égalité des chances pour les jeunes, l'égalité des droits sociaux des Français, l'égalité des femmes au sein de la société française. Cette cohésion plus grande de la société française que nous souhaitons suppose une transformation des relations sociales, c'est-à-dire une transformation des conditions de travail et des relations de travail au sein de l'entreprise. Que souhaitent à cet égard les travailleurs? Ils souhaitent, je crois, la sécurité, la considération, une liberté plus grande dans la prise de certaines décisions qui les concernent, la justice et la participation. Et ceci veut dire que les relations de travail et les conditions de travail doivent être profondément transformées dans les années à venir. D'abord en assurant l'information complète des travailleurs sur la vie présente et sur les problèmes futurs des entreprises. Je pense à la question des licenciements collectifs, pour lesquels une procédure d'information préalable, de prévention, doit être mise sur pied et pour laquelle il faut porter à une durée plus longue, à une quotité plus élevée, la garantie de salaire qui est offerte aux travailleurs. Je pense par exemple que cette garantie du salaire intégral devrait être portée à 1 an. Il faut dans le même esprit revaloriser le travail manuel, le revaloriser matériellement par sa rémunération, et c'est dans cette intention que j'ai suggéré que le futur gouvernement réexamine le taux auxquelles sont payées les heures supplémentaires à partir de la 40e heure. Ce sont des heures supplémentaires qui sont faites en réalité dans le plus grand nombre par les travailleurs manuels de l'industrie, et je demanderai que ce taux soit révisé en hausse. Mais il faut également que la considération du travailleur manuel soit développée par l'affirmation de ses responsabilités, et notamment de ses responsabilités dans l'organisation de son travail. C'est pourquoi nous avons pensé au développement de ce qu'on appelle les groupes autonomes, qui sont des groupes proches de l'exécution de la tâche elle-même, et dans ces groupes, les travailleurs exercent des responsabilités concernant l'organisation du travail, la méthode, les horaires. Dans cette affirmation du rôle des travailleurs au sein de l'entreprise, naturellement, les cadres, que ce soit les petits cadres ou que ce soit les cadres moyens et supérieurs, ont un rôle croissant à jouer. Et je suis partisan de l'institutionnalisation d'un mécanisme de concertation avec les cadres au sein de l'entreprise. Quand je pense aux travailleurs, quand nous pensons aux travailleurs, il faut toujours penser aux travailleurs manuels, mais aussi au très grand nombre d'employés dont les tâches, les conditions de travail, les responsabilités doivent être aussi rendues plus humaines et dont les responsabilités doivent être accrues concernant l'organisation de leur travail et leur vie au sein de l'entreprise. Je dirais un mot également des travailleurs immigrés,
qui ne sont pas des électeurs, mais qui sont des travailleurs, et qui ont apporté une très large contribution au développement de notre pays. J'en connais un certain nombre, et à l'occasion de cette campagne, je veux les saluer. Je note d'abord que nous sommes un pays dans lequel les travailleurs entrent librement, alors qu'il existe des pays dans le monde dont les travailleurs ne peuvent pas sortir librement. Et lorsqu'ils sont en France, il faut que leur situation, leurs conditions de vie soient égales à celles des autres travailleurs qui fournissent le même effort. Vous savez que je n'ai pas donné beaucoup d'indications sur la composition du futur gouvernement si j'étais élu président de la République. Mais de même que j'ai dit que la participation des femmes dans ce gouvernement devrait être importante, de même je vous indique que mon intention serait de charger un membre de ce gouvernement des problèmes particuliers des travailleurs immigrés. À côté des relations de travail dans l'entreprise, il y a les relations dans la collectivité locale. Je veux dire la commune, la ville, le département, la région. Ce sont des cellules très vivantes de concertation et de participation. Et nous devons faire en sorte qu'un très grand nombre de décisions intéressant la vie locale, l'équipement, la vie culturelle, soient prises à l'échelon de ces collectivités locales. On parle souvent d'autogestion en France. Eh bien, je constate qu'il y a une structure d'autogestion, ce sont les communes, et que cette structure n'a pratiquement jamais été contestée. Encore faut-il que ces communes auxquelles vous appartenez, que ces villes, aient les moyens matériels et notamment les moyens financiers nécessaires pour faire face à leurs charges et à leurs tâches. C'est pourquoi nous prévoyons un accroissement progressif de leurs ressources. À côté de cette vie des collectivités locales fondamentale dans notre pays, car c'est une vie très démocratique en France, il y a aussi l'environnement, la nature, la culture. Je crois que parmi les choses qui ont été dites au cours de cette campagne présidentielle, l'accent mis sur l'environnement et sur la protection de la nature en France a été mis utilement sur cette question. Et je considère pour ma part que dans cette période d'industrialisation, de transformation, en effet, la protection de la nature, du paysage, des animaux, de tout ce qui fait le cadre de notre vie personnelle doit être mieux assurée dans l'avenir et qu'il faudra consacrer à ces tâches de protection et d'écologie des moyens matériels et humains importants. Et au-delà, il y a la culture. La France a toujours été une terre de culture, d'expression, de création artistique, de recherche artistique contemporaine. Et nous devrons veiller à ce que, non pas le sol de la France, mais que l'esprit de la France reste un esprit très ouvert et très créateur, très fertile sur le plan de la culture. Je souhaite que la France soit toujours une terre de séjour et d'accueil pour les artistes, pour les écrivains, pour les inventeurs, pour les créateurs. Madame, mademoiselle, monsieur, je voulais vous parler de cette société française, de l'avenir de cette société française que je souhaiterais voir plus cohérente, plus unie avec elle-même. Vous avez vu qu'en traitant les questions successivement telles qu'elles se posent, telles que sans doute beaucoup d'entre vous se les posent à eux-mêmes, on s'aperçoit que ces questions ne se posent pas en termes d'affrontement, et que partout, soit entre les groupes, soit vis-à-vis des problèmes, nous devons aller dans le sens d'une plus grande cohésion, et qu'il serait passionnant, qu'il serait exaltant de faire que la société française, qui est d'instinct si divisée, si morcelée, développe au cours des prochaines années sa cohésion. Le futur président de la République, celui que vous allez choisir dimanche prochain, aura pour tâche de servir la devise nationale d'inspiration révolutionnaire que la France s'est donnée, c'est-à-dire d'assurer la liberté, d'assurer l'égalité, mais en même temps, je souhaite qu'il puisse servir aussi la fraternité, et que cette France de demain, dont vous allez décider le sort, ce soit une France plus fraternelle.